retrouve après un super week-end que j'ai passé dans le bassin d'Arcachon avec une team au top, avec les copines. On est allé là-bas parce qu'il y avait le Gujan Thriller Festival et donc on en a profité pour passer un week-end entre nanas. C'était hyper chouette. Il y avait Sophie, Claire, Alizé, Matou, Lily, Violette. On était toutes les 7 tout le week-end et puis on a retrouvé Juliette sur le salon le samedi. On a passé un super week-end, des super rencontres avec les auteurs, plein de découvertes, des romans à découvrir qui me font ultra envie. Et ça, c'est hyper frustrant parce que je suis revenue avec tout ça. Voilà, il y a tout ça en plus dans ma palle. Je n'ai pas tout acheté, il y a eu des livres offerts, des cadeaux, des trucs. Je vous montre tout ça. Alors bon, le premier n'a absolument rien à voir avec le salon. Voilà, je passais à la caisse, il y avait ça qu'on pouvait acheter. Je ne l'ai pas lu, j'ai envie de le découvrir, donc voilà. Bon, tout le monde s'est bien foutu de moi, évidemment, d'acheter un livre complètement hors sujet de ce salon, mais c'est pas grave. Pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, celui-là, je vous lis la 4e de couverture. La femme de ménage, donc aux éditions J'ai lu, de Freda McFadden. Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre, au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro. Mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis, il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses, et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Wow, j'adore, ça donne trop envie. Le tome 2 vient de sortir en poche tout récemment, donc évidemment, prochain salon, je l'achèterai. Ensuite, nous avons été dire un coucou à Anouk Schutterberg, que je n'ai jamais lu, que j'ai très envie de découvrir depuis l'année dernière déjà. Et donc, Jeu de peau, aux éditions Pocket. C'est en fait les 3 romans qu'elle a sortis jusqu'à maintenant, c'est une trilogie. Enfin ouais, voilà, ils font partie d'une série, donc je commence par le premier, ce qui est plutôt logique, n'est-ce pas Lily, qui a acheté le tome 3, voilà. Ne nous demandez pas pourquoi, on lui a dit qu'elle allait le regretter. Jeu de peau donc. Jeune peintre prodige, jet-setter qui affole autant les tabloïds que les galeries les plus prestigieuses, Giuliano Rizzoni part au Japon s'initier à la technique ancestrale et violente du tatouage irezumi. À son retour, il signe 10 œuvres d'art tatouées sur le dos de ses amantes. Amant, E-S. Amant, amante, bref, vous avez compris. L'histoire prend une tournure inquiétante lorsque quelques années après leur réalisation, les peaux tatouées, parfaitement tannées et découpées, sont déposées anonymement chez Sotheby's, Paris, pour une vente aux enchères hors norme. Leur propriétaire, vivant ou mort, reste introuvable. Le commandant Stéphane Jourdain et la capitaine Lucie Bunevial sont alors chargés de résoudre cette énigme de sang et d'encre qui les lancera dans un jeu de pistes à l'échelle de la planète. Voilà. Je poursuis. Tac. La mémoire du temps. Franck Leduc, je n'avais jamais entendu parler de cet auteur, ni de ce roman. Et puis bah voilà. C'est aussi tout l'intérêt des salons. C'est des découvertes, des choses qu'on n'attend pas. Et puis voilà. Et donc celui-là, on l'a tout acheté pour se faire une lecture commune qui commence la semaine prochaine. La mémoire du temps. L'existence d'Alice était jusque-là exemplaire. Critique gastronomique pour les plus grands magazines, mariée à Vincent Chevalier, le célèbre romancier, elle filait toujours le parfait amour après 13 années de vie commune et 3 enfants. Jusqu'à ce qu'apparaissent ces étranges brûlures sur son corps, un phénomène que rien ni personne ne semble pouvoir expliquer, encore moins soigner. Sauf peut-être le professeur Stroutman,
qu'elle consulte en désespoir de cause, qui la met sous hypnose et lui fait revivre le pire de ses cauchemars d'enfant. Le calvaire de Lisa, une adolescente disparue en 1937. Reste à découvrir quel lien unit Alice à ce passé qui n'est pas le sien, sans que ni le professeur ni elle puissent imaginer combien ce qu'ils vont découvrir va modifier le cours de leur vie. Ça me donne trop envie. Je poursuis. Ces 2 romans étaient offerts parce que pour deux romans achetés, il y avait un livre offert. Et donc voilà, de fil en aiguille, tac tac. Ces romans. Je vais pas vous lire la 4e de couverture de ces romans parce que sinon, on en a pour 50 heures et je suis pas sûre que ça vous emballe tant que ça. L'ombre du lac de Laure Rollier. Laure Rollier, je ne l'ai jamais lu. Ça fait très longtemps que j'ai envie de la découvrir parce que j'en entends beaucoup de bien. Et donc, on a choisi de prendre L'ombre du lac. Pareil, on l'a tout acheté pour une lecture commune. Et donc, c'est la première fois que je rencontrais Laure et c'est une très chouette personne. Ça a été un très très joli moment. Voilà, je vous dis ça. Comme chaque année, Valentine, brillante éditrice, vient passer les vacances d'hiver dans le domaine familial niché au cœur d'un petit village de montagne. Là-bas, un manuscrit anonyme a été déposé à son attention. Valentine découvre avec effroi qu'elle est l'héroïne de ce thriller machiavélique dans lequel elle est assassinée à la fin. À Montuy, petit bourg d'un millier d'âmes où tout le monde se connaît, des secrets enfouis depuis plus de 20 ans vont alors refaire surface. Qui a écrit ce roman ? Valentine doit-elle craindre pour sa vie ? Que s'est-il réellement passé de l'autre côté du lac ? Un huis clos haletant où la fiction se mélange à la réalité et dans lequel les mystères du passé viennent rattraper le présent pour le bouleverser à tout jamais. C'est pareil, ça me donne trop envie. Ah, c'est horrible de revenir avec des romans comme ça parce que tu as envie de tous les lire. Et alors, 2 romans d'une autrice, Andrea Mara, que je ne connaissais pas, je n'avais jamais entendu parler d'elle. Et 2 romans, qui plus est, grand format, parce qu'il n'y avait que ça, il n'y avait que des grands formats. Et en fait, mais ça m'a donné tellement envie, les pitchs, incroyable. Ça, c'est le premier qu'elle a sorti. Toutes ses fautes. Je vous le dis ça. À Dublin, Marissa Irvine se présente au 14 Tudor Grove avec l'intention d'aller récupérer son jeune fils Milo, 4 ans, qui joue pour la première fois chez un élève de sa nouvelle école. Mais la femme qui lui ouvre n'est pas la mère qu'elle connaît. Ce n'est pas non plus la nounou, et Milo n'est pas chez elle. Ainsi commence le pire cauchemar de tous les jeunes parents, alors que la nouvelle de sa disparition fait écho dans la discrète banlieue de Dublin et qu'un suspect inattendu apparaît, des rumeurs se répandent autour des femmes les plus étroitement liées au drame. Car si une seule d'entre elles a pu enlever Milo, elles auraient toutes eu des raisons de le faire. Ça me donne trop envie. Et puis en plus, on s'est amusé à lire les premières phrases de tous les romans pour voir si rien qu'avec une phrase, on arrive à accrocher et à donner envie de lire la suite. Et alors, Andrea Mara, elle coche toutes les cases. Hein. La première phrase, je vous l'ai mis quand même. Attendez, c'est celle-là ouais. Une maison comme les autres, une porte comme les autres, ordinaire, un peu quelconque même. Ce n'était pas ce à quoi Marissa s'attendait. Bon, je ne vais pas en dire plus, mais déjà rien que cette première phrase, ça me donne envie de lire la suite. Voilà. Et alors celui-là, j'ai envie de le commencer tout de suite. Enfin, j'ai tous envie de le commencer tout de suite, mais alors celui-là encore plus. Ils n'ont rien vu. Roman qui n'est pas encore sorti. Je sais même pas, il sort mi-octobre, je crois, donc exclu du salon. Et alors imaginez, vous êtes sur le quai du métro londonien, à l'heure de pointe. Vos filles de 2 ans et 6 ans marchent devant vous et montent dans la rame qui vient d'arriver. Mais alors que vous tentez de les rejoindre en traversant la foule, les portes se referment. Le métro s'éloigne, vous laissant seul sur le quai. Vous atteignez l'arrêt suivant, persuadé que vos filles ont été prises en charge par la sécurité. Quand vous arrivez, on ne vous rend que votre cadette, la petite de 2 ans, qui sait à peine parler. Votre fille aînée s'est-elle perdue? A-t-elle été enlevée par un inconnu? Le coupable est-il proche de vous, plus proche de vous que vous ne l'imaginez? Vous le savez, autour de vous, tout le monde ment, et plus les recherches avancent, plus la vérité vous échappe. Bah, incroyable. Et alors la première phrase, parce que c'était un peu le jeu là,
Si seulement Siv avait retenu ses filles, si seulement elle ne les avait pas encouragées à marcher devant. J'adore, j'adore. Voilà, bref, c'était du coup le butin de ce week-end, incroyable, qui me donne hyper envie de tout lire. J'ai hâte de vous en dire plus. Voilà, sur ce, je ne fais pas plus long, je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard. Hello! On se retrouve pour ouvrir des colis. J'ai une quantité phénoménale de paquets là devant à ouvrir. Je vous montre quand même pour vous donner une idée. Ça, c'est une pile. Il y en a deux comme ça. Et puis encore d'autres bricoles. Bref, je n'ai rien ouvert de ce qui est arrivé dans ma boîte aux lettres au cours de ces 15 derniers jours, voire même peut-être au cours de ces 3 dernières semaines, parce que je comptais ouvrir tout ça en filmant pour le vlog, sauf que je n'ai pas eu le temps de le faire, de tourner. Donc voilà, ça s'est accumulé et là, je me suis dit bon, stop, je prends un temps, je filme, j'ouvre. Ça va peut-être nous prendre une demi-heure, je ne sais pas, mais c'est pas grave. C'est parti, je prends le premier truc qu'il y a devant moi. Édition Albin Michel. Je mets tout par terre. Oh, c'est mignon. Alors. Merci. Ah ouais. C'est trop beau quand on ouvre. Regardez-moi ça. Le carton dans lequel c'est... J'adore. C'est trop chouette. Alors du coup, l'ouvrage en question, c'est celui-ci. Simone Veil, pour les générations futures. Il me tarde, j'ai trop hâte. Je vais quand même vous lire ce qu'il y a écrit derrière. Alors, en avril 2005, 2 ans avant la parution d'une vie, Simone Veil prononce une conférence devant les élèves de la rue d'Ulm. Inédit à ce jour, le texte qui en est issu constitue une véritable adresse à la jeunesse. Elle y évoque sa déportation et celle de sa famille, mais aussi les thèmes et les préoccupations qui lui sont les plus chers. La mémoire de la Shoah et sa transmission aux nouvelles générations, le sort des enfants cachés, la réconciliation et l'unité européenne, le rôle de la fiction et de la jeunesse pour ne jamais oublier les tragédies du passé. Un document et un témoignage exceptionnels. Trop génial. Trop génial. Bon, c'est un ouvrage assez court, hein. Il fait 150 pages. Et il y a un petit carnet de notes pour les générations futures. Et derrière, c'est écrit à un moment, il faut aussi non pas oublier. C'est extrêmement important de ne pas oublier, mais aussi savoir se demander comment on se réconcilie. Et j'adore les carnets avec des lignes, donc c'est trop chouette. Ah, j'adore, trop bien. Ça, c'est une très jolie réception. Ensuite, ça nous vient des éditions Pocket. Hop là, Les enfants du lac de Ivar Léon Manger. Sélection prix Nouvelle Voix du Polar. Alors, je vous lis. En Norvège, sur une île au milieu d'un lac, vit une famille pas comme les autres. Entre père, mère et son petit frère Boy, Juno, 16 ans, a grandi loin du monde avec l'interdiction absolue de chercher à tisser des contacts avec l'extérieur, sous peine de mettre en danger immédiat toute la famille. Mais Juno grandit, rêve, et les questions affluent. Quelle est la nature exacte de cette menace qui les guette? Comment vivent les gens au-delà de son horizon? Qu'est-il arrivé à Ruth, sa grande sœur enterrée près du lac? Une nuit, un inconnu débarque sur la plage. Un beau garçon au sourire très doux. Menace ou libération? Quelle que soit la réponse, pour Juno et sa famille, cette intrusion marque la fin d'un monde. Ça donne trop envie. J'adore. Trop cool. Merci aux éditions Pocket. Encore un ouvrage des éditions Pocket. Ah, ouais. Alors du coup, le crime du SS Orient
par C.A. Lerner, que j'ai déjà lu puisque j'avais reçu l'ouvrage des éditions du Cherche-Midi. Donc celui-là, je l'ai déjà lu. Voilà, je l'offrirai. Ok, ensuite. Oh mon Dieu, qu'il est beau. Alors, c'est un ouvrage qui nous vient des éditions Jouvence, Apprivoiser la tendresse pour aller vers l'autre de Jacques Salomé. La couve est hyper jolie parce que, en fait, c'est trop rigolo, trop mignon, j'adore. Alors, la tendresse est un mouvement qui nous entraîne à suivre un chemin bordé de sensations et de sentiments, où se trouvent mêlées bienveillance, acceptation, abandon, mais aussi confiance, stimulation, étonnement, découverte. Pour suivre ce chemin, il est primordial de dépasser ses peurs, de sortir de ses préjugés, d'affronter l'inconnu d'une rencontre. Cet ouvrage aborde les multiples visages de la tendresse, les obstacles qui l'empêchent de s'exprimer, mais aussi ses alliés. La tendresse s'apprend et s'affirme dans la relation amoureuse, elle embrasse également la vie qui nous entoure. La tendresse est une naissance à soi-même qui nous plonge dans le ventre émerveillé de l'existence. Et ben c'est super. Voilà, trop chouette. Je vous en dirai des nouvelles. Ici, je l'avais pré-ouvert. Un ouvrage de Stacey Holz, Le refuge des femmes perdues. Non, toi par contre, t'es gentil, mais tu vas laisser mes bouquins tranquilles. Mais je suis oui. Le chat, évidemment. Donc, Londres 1847. L'écrivain Charles Dickens et la baronne philanthrope Angela Burdett Coutts accueillent un groupe de jeunes femmes dans une mystérieuse maison à l'abri des regards et qui fait scandale au sein de la haute société londonienne. Offrant un refuge aux prostituées, aux voleuses et aux plus démunis, le cottage Urania est une seconde chance dans leur vie, mais toutes celles sur lesquelles le sort s'acharne ont-elles envie d'être sauvées? Oh, j'adore! Et donc, j'ai craqué déjà pour la couve, et puis forcément le nom de l'autrice m'a parlé, puisque c'est elle qui a écrit notamment Les sorcières de Pendle. Moi, je l'ai pas lu celui-là, je dois l'avoir dans ma palle, je crois. Mais moi, j'ai lu L'orpheline de Foundling, qui doit aussi être d'elle, si je me souviens bien, que j'avais accessoirement beaucoup aimé. Le seul hic, c'est que si vous voulez lire L'orpheline de Foundling, que je vous recommande, ne lisez pas la 4e de couverture. Alors je sais pas si c'est le cas chez les éditions Pocket, mais en tout cas, la 4e de couverture de l'édition Michel Lafon, c'est une catastrophe parce qu'elle spoil la moitié du bouquin. Ce qui est quand même très très con. Voilà, bref, c'était une parenthèse. Super, donc celui-là, je vais le lire bientôt. Je vais tâcher de me le mettre dans mon programme. Je me suis pas vraiment fait de programme encore, mais c'est pas grave. Dans mon programme de lecture d'octobre. On va essayer. Ici. Ah ouais. Tadadada. Le nouveau roman de Vivek Asten, Chambre 505. C'est une suite parce que c'est le 3e volet de sa dernière saga. Du coup, je vais pas vous lire la 4e de couverture parce que je voudrais pas que ça risque de spoiler les tomes précédents. Donc on va pas la lire. Mais voilà, c'est le nouveau roman de Vivek Asten. Alors, est-ce que j'ai les titres des 2 précédents là-dedans? Histoire de vous dire. Alors, du coup, le premier, c'est Une écharpe dans la neige, qui a été publié en 2022. Ensuite, c'est Les ombres de la vallée en 2023. Et donc ça, c'est le 3e. Si je me trompe pas, c'est les 3 tomes de la trilogie. À moins que je sois complètement à côté de la plaque. J'espère pas. Ensuite,
Alors, un roman des éditions Hauteville de Kimberlé McCrae, qui a été... Alors, Kimberlé McCrae, c'est la lauréate du prix des lectrices 2022. Là où elle repose. On ne peut nier le passé, mais jamais vraiment l'enterrer. Non, on peut nier le passé, pardon, mais jamais vraiment l'enterrer. Alors, au terme d'un long hiver, le charmant village de Ridgedale, dans le New Jersey, est en proie à la terreur. Le cadavre d'un bébé vient d'être découvert dans les bois. Qui est-il? Comment est-il arrivé là? Nul ne le sait. Journaliste freelance, Molly Anderson cherche à percer le mystère qui lui rappelle la perte de son propre enfant des années auparavant. Quand elle exhume des affaires d'agression sexuelle vieilles de 20 ans, elle se rend compte que certaines femmes du village sont bien plus impliquées que ce qu'elle laisse supposer, et que le danger n'est jamais bien loin. Trop cool. Trop cool, trop cool, trop cool, trop cool. Ça me tente à fond les ballons. Ensuite, ah bah voilà. Et du coup, le grand format, donc ça doit être celui qui est sorti en grand format l'année dernière, et ça c'est celui de cette année. Telle mère, telle fille. La curiosité est-elle vraiment un vilain défaut? Donc toujours aux éditions Hauteville, Kimberlé McCrae. Ne faites confiance à personne, pas même à votre mère. Peut-être commencer à me méfier de la mienne, dis donc. Étudiante à la fac et esprit rebelle, Cléo a toujours été aux antipodes de sa mère, Kat, épouse parfaite et avocate à la réputation irréprochable. Cléo ignore qu'il ne s'agit là que d'une façade, jusqu'à ce soir fatidique où, se rendant chez sa mère pour le dîner, elle découvre la maison déserte, une casserole brûlant sur le feu, et surtout une chaussure maculée de sang. Bien que sa rancœur envers Kat ait depuis quelques années terni leur relation, Cléo décide de percer le mystère qui entoure sa disparition soudaine. Mais est-il bien prudent de vouloir déterrer des secrets profondément enfouis lorsque les révélations de plus en plus sombres émergent du passé de sa mère, mettant ainsi en péril son propre avenir? Ah, j'adore! Ce sont des petites quatrièmes de couverture qui donnent hyper envie. Ensuite, ça nous vient des éditions HarperCollins. Alors, le livre de Liane de Agathe Lemaître, d'après l'histoire vraie d'une victime de harcèlement scolaire. Je l'affirme haut et fort, les mots peuvent tuer. Louise a quitté Toulouse pour faire carrière à Singapour. En 2018, le jour de son anniversaire, alors qu'elle guette l'arrivée du premier texto, les mots de son père rompent la quiétude de la nuit. Liane, sa petite sœur, celle avec laquelle elle rêvait de parcourir le monde, a été retrouvée suicidée dans son studio. Louise a remonté le fil de la tragédie à partir d'archives policières et du journal intime de sa sœur. Cette tragédie porte un nom, harcèlement scolaire. Inspiré d'une histoire vraie, ce titre lumineux écrit à 4 mains, c'est celui de Liane, qui rêvait de devenir criminologue et écrivaine. Il dit la souffrance, les silences, la solitude, il célèbre aussi la dignité et le sens du combat des victimes qu'on entend ici à travers sa voix. Bon, ça m'a donné la chair de poule. Bon, trop cool, j'ai hâte de pouvoir le lire, même si ça doit être une nature assez éprouvante. Je poursuis. Ça ne s'arrête pas. Il y en a encore un paquet à ouvrir. Yes, un ouvrage des éditions Jouvence Shadowwork. Notre âme nous guide à travers nos parts d'ombre. Jouvence Ezo. Un ouvrage d'Emmanuel Johnson avec un oracle de 12 cartes incluses. Ayez le courage de plonger en vous pour vous confronter à vos zones d'ombre. La lumière ne peut exister sans obscurité. Sans la nuit, nous ne verrions pas les étoiles. Il en va de même pour l'être humain qui a besoin d'un équilibre entre ses zones d'ombre et ses parts de lumière afin de se réaliser pleinement.
Le shadow work est un merveilleux outil pour y parvenir. Ce guide sera votre compagnon sur le chemin de ce travail introspectif profond. Au fil des pages, vous apprendrez à analyser vos facettes sombres et à les accueillir avec bienveillance. Vous découvrirez des techniques mêlant rituels émotionnels et énergétiques pour mieux travailler vos blessures au quotidien et en faire une véritable force. Trop bien, trop cool. Alors, et donc au niveau des cartes, elles sont colorées, comme ça, tac. Bon, je vous en dirai plus, je vous le représenterai quand je le lirai. C'est en tout cas l'intérieur, bon là vous ne devez pas voir grand chose en plus avec la lumière, c'est assez aéré, ça a l'air assez agréable à parcourir. Il y a des petits rituels de temps en temps là, avec le matériel dont on a besoin, la marche à suivre, etc. Ça a l'air plutôt bien foutu. Ça va être vite parcouru. Je vais découvrir ça très vite et je vous en reparle une fois que c'est fait. Un ouvrage qui est sorti de son paquet, que j'ai déjà ouvert. Chat sur ordonnance de Siyu Ishida aux éditions Albin Michel. Hop, pardon, tac. Un petit marque-page à l'effigie du roman et des petits marqueurs à l'effigie de chat. Bon, là, vous ne devez pas voir grand chose, mais c'est mignon tout plein. Ok. Donc, bienvenue à la clinique psychologique Nakagyo. Un centre de soins situé au cœur de Kyoto, au fond d'une ruelle sombre particulièrement difficile à trouver. Assisté de son infirmière chitose, le docteur Nick, ou Nike, y reçoit des patients de tous horizons. Sa particularité ? Ne pas prescrire des médicaments, mais des chats. Un jeune homme harcelé au travail, un père de famille désemparé, une mère qui a du mal à communiquer avec sa fille, une créatrice de mode trop perfectionniste vont en faire l'expérience. Que leur révéleront ces êtres capricieux et délicats, exigeants mais si charmants, et si les traitements prenaient des formes totalement inattendues. Drôle, subtil et réconfortant, ce roman best-seller au Japon vous délivrera peut-être les clés du bonheur. Ah, j'adore l'idée. Trop sympa. Trop chouette. On fait une pause, je reviens vous présenter la suite tout à l'heure. Me revoilà. Donc, je continue avec deux ouvrages que j'ai ouverts. Alors, j'ai ouvert parce que ça venait des éditions Flammarion et que je n'ai pas de partenariat avec eux. Et donc, je ne savais pas du tout ce que c'était et ce qu'ils pouvaient m'envoyer. Alors, il s'agit de deux envois sauvages de ces ouvrages-là. Alors, le premier, le Quartet d'Oxford de Claire McCumail et Rachel Wiseman. Donc, Elisabeth Anscombe, je sais même pas, je sais pas qui est cette dame, je ne connais pas, je me sens ignare. Brillante, grande fumeuse, catholique, en pantalon, mère de 7 enfants. Philippa Foot, petite fille d'un président américain, discrètement rebelle. Marie Midgley, érudite, pleine d'esprit et observatrice attentive des hommes et des animaux. Iris Murdoch, romancière en devenir qui a le pouvoir de séduire presque tout le monde. Toutes sont devenues philosophes à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Brillantes étudiantes, bientôt amies inséparables, elles entrent à l'université d'Oxford au moment où les hommes partent au front. Cette passionnante biographie croisée nous plonge dans la vie tumultueuse de 4 femmes qui ont profondément renouvelé la philosophie. Dans les temps troublés qui voient Oxford accueillir les rescapés du nazisme de toute l'Europe, elles partagent lecture, cigarettes et peine de cœur et ne cessent de réfléchir au monde qui les entoure. Plus qu'un refuge, la philosophie est pour elles une nécessité absolue. Comment penser l'action humaine ? Qu'est-ce qu'une vie bonne ?
L'homme est-il un animal comme les autres? S'opposant à certains formalismes de la tradition philosophique britannique, elles développent chacune à leur manière une philosophie morale d'une étonnante modernité, à l'heure où, de l'autre côté du Channel, l'existentialisme bat son plein. Bah ma foi, ça peut être intéressant. Je suis pas particulièrement biographie habituellement, mais pourquoi pas. En tout cas, la quatrième de couve me plaît plutôt bien. Ensuite, le deuxième, c'est « Il fallait bien les aider ». Quand des Justes sauvaient des Juifs en France de François-Guillaume Laurin. Alors, le 6 décembre 1942, Jeanne Hacquegaud et Jean-Baptiste Rogal aident une dizaine de Juifs à fuir la France en traversant les Pyrénées. La même année, Lucienne Daniel cache son futur époux et toute sa famille dans une blanchisserie parisienne. Quant à Odette Blanchet, elle n'a pas 18 ans lorsqu'elle décide de quitter sa ville de Tours pour protéger une mère et ses enfants. Que sont devenus ces héros de l'ombre qui, au péril de leur vie, ont secouru des Juifs pendant la période de l'occupation? Afin de reconstituer les multiples chaînes de solidarité qui se sont nouées discrètement en France à cette époque, François-Guillaume Laurin est parti, grâce à l'aide du Comité français pour Yad Vashem, à la rencontre des derniers justes vivants. Il est aussi retourné dans les lieux de sauvetage, retrouvant des descendants de justes ou de juifs sauvés qui s'étaient engagés dans de longues démarches mémorielles. Car très souvent, il a fallu plus d'une génération pour que les souvenirs rejaillissent et que ces sauveurs invisibles soient reconnus comme justes parmi les nations. Par cette enquête intime et incarnée au cœur d'un chapitre trop méconnu de la Seconde Guerre mondiale, François-Guillaume Laurin met en scène une quinzaine d'histoires emplies d'humilité, qui marquent par leur pudeur et redonnent espoir en l'humanité. Alors ça, pour le coup, ça peut clairement me plaire parce que c'est une période qui me... J'aime beaucoup lire par rapport aux guerres mondiales, la première et la deuxième. Et cette thématique me touche en particulier. Donc, je vais le lire. Et ça sera un plaisir de vous en reparler quand ce sera lu. Ensuite, un colis qui nous vient des éditions Calman Levy. Alors, je me suis munie de mes ciseaux. Alors, qu'est-ce que c'est? Un savon de Marseille. Le savon qui vous veut du bien. Authentique savon de Marseille extra pur à l'huile d'olive. Trop bien. Un sacré cube de savon. Trop bien. Bon, je peux pas dire qu'ils sentent super bon. Hein. Ça sent bizarre. Faudra tester. Ensuite, ah ouais, trop bien. Ça c'est c'est une petite fiole avec de la lavande, j'imagine. Ouais. Avec un petit brin de lavande dedans. Trop mignon. Alors, c'était censé être un marque-page. Il a un peu morflé quand même. Ah là là. C'était cool. Tada! Margot et Jean Lemol. Oh,
C'est dédicacé. Trop cool. Ça, c'est une jolie surprise, la dédicace, je ne m'attendais pas. Alors, trop chouette, je suis trop contente. Lavande, savon et calisson. Ma foi, et les calissons, ils sont où? Il n'y a pas de calisson. Il y a du papier, mais il n'y a pas de calisson. Bon, et ben c'est cool. Alors, donc, Margot et Jean Lemoyne, j'ai déjà dit? Je sais plus. Lavande, savon et calisson, crime à la savonnerie. C'est un tome 1, normalement. Parce que sinon, je l'aurais pas pris. Et donc, pour info, ce sont ceux qui ont écrit Bretzel et beurre salé, que je n'ai pas lu. Donc, un crime bien malvenu au détour... Oh, un crime bien malvenu, un détour par la Corée, la trace d'un certain Nostradamus, un bibliothécaire grincheux des Alpilles. Cette histoire folle va bouleverser le quotidien d'Irène Charmette. Irène Charmette a beau avoir la cinquantaine bien portée et ce qu'on appelle poliment du caractère, elle accuse le choc lorsqu'elle découvre un de ses employés poignardé dans son usine de savon. Très vite, elle décide de mener son enquête en même temps que la jeune lieutenante Margot Garcia. Elle a tout à y gagner. Irène a signé un contrat avec une influenceuse coréenne qui souhaite utiliser ses produits made in France pour lancer sa marque de beauté. Si l'affaire n'est pas rondement élucidée, le contrat pourrait être rompu et la réputation de sa savonnerie détruite à jamais. Qui a pu commettre un tel crime alors que tout était si paisible dans la jolie commune de Salon de Provence où résonne le chant des cigales? Et surtout, Irène et Margot, aussi résolues l'une que l'autre, le découvriront-elles à temps pour éviter d'autres catastrophes? Trop bien. Eh ben c'est chouette, trop bien. Je vais essayer de le lire bientôt. Allez. Bon, c'était sympa ce petit colis. Je savais pas qu'on allait recevoir ça. Trop chouette. Trop chouette. Bon, bah celui-là, je vais pas le garder. Hein. C'est pas comme si je manquais de marque-page. J'utiliserai un marque-page qui n'a rien à voir quand je lirai ce bouquin. Allez, ensuite. Oh, je suis ravie. Je suis ravie. C'est un tarot de Marseille. C'est un tarot de Marseille, mais genre un tarot de Marseille, genre tarot de Marseille, quoi. Ça ne veut rien dire. Donc, un tarot de Marseille créé par... vous m'avez compris. Par Nicolas Convert et Emmanuel IG. Emmanuel IG, j'adore cette nana. J'avais un ouvrage d'elle, justement, où elle explique un peu le tarot. Qui est ultra bien fait. Faudrait que j'aille le chercher. J'arrive. Tada! L'ouvrage en question, c'est celui-ci, c'est Mon cahier tarot, publié aux éditions Solar. Et je l'ai depuis quelques années maintenant. Je trouve ça génial. C'est voilà, on a les bases du tarot, également les bases d'interprétation des cartes du tarot. C'est génial, ultra bien fait, ludique. De manière générale, mon cahier, j'adore, mais celui-là particulièrement. Et puis j'avais pu rencontrer Emmanuel Iger lors d'un atelier avec les éditions Solar, My Life is Beautiful, avec cette collection-là. C'était top. La nana est super. Et elle avait d'ailleurs, à ce moment-là, elle était... il y avait... bientôt après le moment où je l'ai vue, elle venait de faire les illustrations et tout, enfin de créer un tarot, tarot de Marseille aussi, et j'avais adoré les illustrations. Je l'ai toujours pas acheté ce tarot, mais probablement que je vais l'acheter parce que je le trouvais hyper chouette. Mais du coup, quand j'ai vu que celui-ci paraissait aux éditions Animae, je me suis dit trop chouette, carrément trop chouette. Alors,
Déjà, j'adore la petite boîte, trop chouette. J'aime beaucoup. Le petit livret. Alors, petit livret. Donc, la signification des cartes, évidemment. Exemple, là, on est avec... je vais prendre la tempérance. Voilà. Alors, la tempérance, la carte. Donc déjà, on a l'illustration. Après, la carte. Donc, je vous montre comment c'est fait. C'est tout petit, hein, c'est un tout petit livret. Donc, la carte. La tempérance représente une fille. Oh, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. La tempérance représente une figure angélique versant de l'eau d'un récipient à un autre, symbolisant l'harmonisation des opposés et la recherche de l'équilibre. Symbole clé. Les récipients représentent les différents aspects de notre vie entre lesquels s'effectue le transfert et l'équilibre. L'eau est un symbole de fluidité, d'adaptation et de purification. Signification essentielle. Équilibre, harmonie, modération, patience, adaptation. Message de la carte. La tempérance rappelle l'importance de l'harmonisation entre les désirs et les nécessités, entre le matériel et le spirituel, entre des points de vue qui peuvent être différents. La clé est de mélanger et d'ajuster les différentes composantes de votre vie pour atteindre l'équilibre. Voilà. Et tiens, je vais regarder dans celui-là ce que ça disait sur la tempérance. Alors, carte de la tempérance. Juste pour voir un peu la différence des... Alors, la tempérance, ici, représentation. Un an, je fais passer l'eau d'une coupe à une autre en étant bien concentré. Là, c'est vraiment réduit. Hein. Signification, la tempérance, c'est le fait de mélanger les contraires, d'arriver à relier deux choses qui normalement devraient s'exclure et de les maintenir en équilibre. Cette carte va donc parler de tout ce qui y ressemble, réussir à faire le lien entre les deux domaines, deux mondes, deux points de vue, alors même qu'ils sont de nature différente. Vie familiale et professionnelle, sexe et amis. En termes d'évolution, les deux domaines les plus différents qui soient, c'est le matériel et le spirituel. Pour les relier, il faut faire un gros effort. C'est cela qui nous préoccupe en tant qu'être humain. Il faut gagner de l'argent pour subvenir à ses besoins, c'est matériel, mais si on n'a pas un petit quelque chose en plus, des valeurs morales ou spirituelles, une philosophie de vie, la vie paraît terriblement fade. Trouver un travail qui donne sens à son existence, voilà un défi d'équilibriste. Et les principaux mots-clés, réconciliation, négociation, avoir l'un et l'autre, équilibrer les contraires, faire le lien. Ouais, ça, c'est pas mal, ça se rejoint et en même temps c'est complémentaire, c'est des trucs vachement cool, j'adore. Voilà. Et du coup, les cartes, tac, le jeu. J'ai fait peur au chat. Bon, il faudra que je prenne le temps de les... Donc d'un côté, bon là on voit pas grand chose, hein. La lumière est vraiment pourrie, je suis désolée, fin de journée. Et j'ai pas allumé la lampe. Donc d'un côté, le dos des cartes est comme ça. Et de l'autre côté, tarot de Marseille quoi. Je vais vous montrer la tempérance aussi. Bon, il faudra que je les décolle. C'est marrant, hein. Ils ont en fait restauré un jeu de tarot. Alors, elle est où la tempérance? Je sais plus c'est la combienième. Ah voilà, je l'ai. Tac. Ça me fait rire. Ça fait très vieillot. C'est trop rigolo. Ça fait un peu jeu de tarot vintage, quoi. Et en même temps, les cartes sont petites. La prise en main est... Oh, pour une fois, je peux tenir comme ça. Parce qu'il faut savoir que dans tous les jeux d'oracle et de tarot que j'ai, je ne tiens jamais mes cartes comme ça parce que j'ai des petites mains et que j'ai jamais les mains assez grandes pour pouvoir les battre correctement. Donc moi, je les tiens comme ça, les cartes, en fait. À chaque fois, dans tous mes jeux. Et là, non, là, je peux. Parce que les cartes sont vraiment petites. C'est trop rigolo. Bon, voilà, je prendrai le temps de les décoller tout à l'heure. Mais ça, je suis trop contente. C'est trop génial. Trop cool. Ah!
On adore. On adore, on adore. Voilà, ensuite. Qu'est-ce que c'est? Oui! Oh bordel, je vais avoir envie de le commencer tout de suite. C'est le nouveau roman de Noël de Clarisse Sabart. La douce magie de Noël. Ah purée, pardon, j'allais dire des gros mots. Ça me donne très envie de la commencer de suite. Oui, nous sommes le 1er octobre, et alors? Dans le petit village de Valno, au cœur des Alpes, Emmeline trépigne d'impatience à l'approche des fêtes de fin d'année. Au programme, l'inauguration d'une magnifique grand roue, ah ouais, sur la place du marché, et le concours de la plus belle vitrine de Noël qu'elle aimerait bien remporter. Mais entre son job de serveuse à l'Edelweiss et un bébé qu'elle élève seule, les journées filent et les nuits sont courtes. Il ne manquait plus que sa mère débarque à l'improviste pour ranimer les tensions familiales. Et quand Théo, le séduisant journaliste qu'elle n'a pas revu depuis leur courte aventure 1 an plus tôt, fait son grand retour au village, le chaos est à son comble. De quiproquo en révélation fracassante, le réveillon de la jeune femme s'annonce très mouvementé, à moins que la douce magie de Noël vienne frapper à sa porte. J'adore. J'adore. Tout ce qu'on aime dans les trucs de Noël, quoi. 300 et quelques pages. Donc ça peut franchement être lu très vite. Oh, trop génial. Bon, je poursuis. Qu'est-ce que c'est? Je sais plus si j'étais au courant de ça. Je crois pas, parce que ça me parle pas du tout. Ou alors peut-être que si et que je m'en rappelle plus. Magnifique. La poursuite du bonheur, d'après le roman de Douglas Kennedy. Trop bien. De Cyril Bonin. Aux éditions Phileas. Trop génial. Par contre, je sais pas du tout si j'étais au courant de cette réception. Ça ne me parle absolument plus. Ou absolument pas. Bon, c'est une belle surprise en tout cas. Sarah, fraîchement débarquée à New York, croise le regard de Jack Malone, journaliste de l'armée américaine en permission. Sarah tombe amoureuse de Jack au premier regard, et ce sera l'amour de sa vie. Mais rien n'est simple dans une Amérique livrée à ses démons intérieurs. L'histoire d'une passion tourmentée par une chasse aux sorcières sans discernement. Trop bien. Je n'ai pas lu le roman de Douglas Kennedy, mais du coup, c'est avec grand plaisir que je découvrirai le roman graphique. Je vous montre quelques planches juste pour que vous voyez le style d'illustration. Tac, tac, tac. C'est pris absolument complètement au pif. Voilà. Bon, bah, trop bien. Je vais lire ça vite et je vous en dirai des nouvelles tout bientôt. Bon, peut-être que j'étais au courant, hein, mais j'ai oublié. Ensuite, Donato Carisi, l'éducation des papillons. Je n'ai jamais lu cet auteur. Bon. Les bandeaux, vous savez comme j'aime les bandeaux. Ah, j'ai pas regardé. Pardon, je m'éparpille totalement. Je voulais juste voir si le roman de Clarisse était dédicacé ou pas. Non, il ne l'est pas. Enfin, le mien, en tout cas, ne l'est pas. Donc, du coup, l'éducation des papillons. Édition Calman Levy. Alors, dans le silence des chutes de neige, seul le rugissement du feu se fait entendre, et lorsque la maison en bois s'effondre, il ne reste que les murmures effrayés de ceux qui ont réussi à s'échapper. Grâce à sa détermination et son sang-froid, Serena, une redoutable femme d'affaires, va de réussite en réussite. Elle vit de manière opulente à Milan, sous le règne de l'ordre et du contrôle. Mais lorsqu'elle tombe accidentellement enceinte d'Aurora, Serena doit endosser une responsabilité qu'elle n'avait jamais envisagée. Imaginée, je ne sais pas pourquoi je dis envisagée alors que c'est écrit imaginée.
celle de mère. 6 ans plus tard, dans une colonie de vacances nichée au cœur des montagnes suisses, un incendie ravageur menace la vie des 12 petites pensionnaires. Pendant un instant, les équipes de secours croient avoir retrouvé toutes les enfants. Mais il en manque une, Aurora. Aucune trace de son corps n'est trouvée dans les décombres. Tandis que Serena cherche à faire son deuil, une personne anonyme la contacte et affirme que sa fille est toujours vivante. Pire encore, elle serait en danger. C'est alors que commence la plus grande mission de la vie de Serena, retrouver Aurora et la délivrer du mal. Bon, ça m'a donné des frissons. J'adore ce pitch. Purée, à chaque fois qu'on ouvre les réceptions, on a envie de tout commencer en même temps. Et là, comme j'ai attendu hyper longtemps avant d'ouvrir tout ça, c'est une catastrophe. J'ai envie de tout commencer. Et alors, ça plus tous les bouquins que j'ai ramenés de mon week-end à Gujan, je suis dans la merde. Parce que j'ai envie de tous les lire tout de suite, et ça n'est absolument pas possible, évidemment, forcément. Alors, ici, j'ai la moitié déchirée, mais je l'ai pas ouvert. Ah ouais, trop génial. Alors, rompre le cycle du docteur Marielle Buquet, guérir des traumas intergénérationnels. Ça a été un peu la thématique de mon été, on va dire. Je me suis intéressée à ce genre de choses. Donc, cette sortie tombait à pic. Les souffrances héritées s'inscrivent dans notre ADN. La méthode best-seller pour s'en délivrer définitivement. Édition Le Duc. Trop cool. Alors, dépendance affective, sensation d'éloignement, besoin de plaire aux autres. Quand on ne soigne pas une blessure physique, elle risque d'infecter l'ensemble du corps. Les blessures émotionnelles peuvent avoir les mêmes conséquences et se transmettre de génération en génération, créant des cycles traumatiques. S'appuyant sur les dernières recherches scientifiques ainsi que sur sa pratique professionnelle, le docteur Marielle Buquet partage dans cet ouvrage la méthode naturelle qui lui a permis de rompre le cycle qui la faisait souffrir. Dans ce guide, les clés pour identifier nos blessures et comprendre d'où elles viennent, les leviers sur lesquels intervenir pour devenir un briseur de cycle, système nerveux, enfant intérieur, cycle de violence, une méthode novatrice qui allie techniques traditionnelles et pratiques spirituelles, les protocoles du docteur Marielle Buquet pour transformer notre héritage et choisir ce que nous transmettons. Je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial. Ça a l'air assez aéré, donc ça ne devrait pas être trop compliqué à ingurgiter, parce que ça peut être assez lourd ce genre d'ouvrage, mais là ça devrait aller. Il fait quand même 350 pages et quelques. Donc je vais prendre le temps, parce que je veux pouvoir assimiler aussi tout ce que je vais lire, mais je trouve ça, enfin c'est trop chouette cette réception, je suis ravie. On arrive à la fin, il en reste que 2. Alors ici, qu'est-ce que c'est ? Le rameau d'amandier de Michel Cohen-Corassanti. Un roman épique dans la lignée des cerfs-volants de Kaboul, soi-disant. Édition Charleston. Palestine 1955. Alors que le conflit israélo-palestinien s'enflamme, le jeune Ahmed découvre la violence et la peur. Le jour de ses 12 ans, son père est emprisonné, leur maison brûlée, et sur leur misérable lopin de terre, seul demeure un amandier. Année après année, injustice après injustice, ses frères succombent à la haine. Ahmed, lui, se découvre un véritable don pour les mathématiques, et lorsqu'il part étudier aux États-Unis, c'est tout un monde nouveau qui s'ouvre à lui. Traversant le siècle, de Jérusalem à Boston et de la colère à l'espoir, Ahmed va transformer son destin. Un véritable plaidoyer pour la paix, un roman bouleversant sur le pouvoir de l'amour, le prix de la haine et la possibilité de rédemption. Pardon. Voilà, trop cool. Et enfin, the last.
le nouveau Jenny Colgan. Minuit à la charmante librairie. Édition Charleston. Trop cool. Alors, Carmen a le moral dans les chaussettes. Pour éviter la faillite, la magnifique librairie où elle travaille est devenue le lieu de tournage d'un film de Noël complètement ringard et l'amour de sa vie vient de s'envoler à des milliers de kilomètres pour aller étudier un arbre dans la forêt amazonienne. Pardon. L'esprit de Noël n'est décidément pas au rendez-vous. Mais lorsque le vieux propriétaire de la librairie avoue qu'il pense s'associer à un homme d'affaires un peu louche pour réaliser son rêve de voyage en Antarctique, la jeune femme met tout en œuvre pour sauver la librairie. Avec l'aide des commerçants du quartier et de sa famille, Carmen pourrait bien réaliser son plus grand tour de magie. Jenny Colgan nous offre une nouvelle comédie pleine de charme et de douceur et nous plonge dans une ambiance de Noël magique au cœur des rues pittoresques d'Édimbourg. Voilà un autre roman de Noël qui est arrivé dans ma bibliothèque. Ça y est, on a fait le tour. Bon, ça a pris une éternité, j'en suis désolée. Je ne vais pas faire plus long, je vais vous laisser là. Alors, bon, il faut que je vous parle du livre de Jérôme Loubry que j'ai terminé depuis le temps. Mais bon, là, je manque de temps. Après avoir passé quand même plus d'une demi-heure à vous parler de tout ça, je reviens donc demain. J'essaye de revenir demain pour vous parler du roman de Jérôme Loubry. Et puis, je clôturerai ce vlog parce que sinon, il va faire 3 heures et c'est pas tellement... Bon, ça doit pas être très agréable pour vous de rester 3 heures devant ça. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne soirée et à demain. Ciao. Coucou, on se retrouve enfin pour parler de L'Île, le dernier roman de Jérôme Loubry. Je rentre directement dans le vif du sujet. C'est un thriller à double temporalité qui nous emmène sur l'île de Porquerolles. Première temporalité, on est en août 2019 et on rencontre Diane. Diane qui met fin à ses jours sur cette île, une île où elle avait l'habitude de se rendre chaque été avec son groupe d'amis depuis sa plus tendre enfance, enfin bon, depuis son adolescence plus exactement. Elle se rendait là-bas voilà, chaque été avec son groupe d'amis et donc en août 2019, le drame se produit, elle met fin à ses jours. 5 ans plus tard, un nouveau drame se produit sur cette île. À savoir que ça arrive à un moment où donc Diane était à l'époque, en août 2019, en couple avec un homme qui s'appelle Julien, qui n'était pas présent au moment des faits. Et 5 ans plus tard, le groupe d'amis de Diane et Julien se rendent de nouveau sur cette île pour, grosso modo, rendre un hommage à Diane, 5 ans plus tard donc, 5 ans après sa disparition. Et à ce moment-là, un nouveau drame se produit sur cette île. Ce qui va amener pas mal de questionnements et soulever beaucoup de questions, de suspense, etc. Ce roman, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que, déjà, le décor planté, une île, c'est un peu comme un espèce de huis clos insulaire, enfin c'est pas un peu, c'est complètement ça, on est donc complètement enfermé en huis clos sur cette île, une île, un manoir isolé et en plus assez mystérieux on va dire, des personnages tout aussi mystérieux, voilà, décor planté, tout ce que j'aime. Au-delà de ça, j'ai trouvé que l'intrigue était très bien pensée et très bien amenée. C'est à la fois rempli de suspense et hyper musical, parce que la musique fait partie intégrante de ce roman et je trouve que c'est une vraie plus-value pour le coup de ce thriller. On est vraiment dans une ambiance sonore. Avec des musiques, d'ailleurs même les débuts de chapitres ou de parties, vous voyez là par exemple phase B, enfin tout est fait pour qu'on se sente comme ça, qu'il y ait toujours un peu de la musique un peu partout en tête, etc. Donc ça j'ai trouvé ça super. Et puis au-delà de ça, il y a une tension qui est palpable et qui est tenue vraiment du début à la fin. On va de questionnement en rebondissement, en révélation et c'est hyper bien fait. J'ai beaucoup aimé. La fin est surprenante. Je m'y attendais pas particulièrement. Après, ça n'a pas eu l'impact attendu sur moi. C'est-à-dire que
même si je m'attendais pas forcément à cette fin-là, donc c'est réussi. Alors vous voyez mon chat, le pauvre, j'ai dû le tondre, il avait des amas de poils agglomérés. Désolée, je coupe en plein milieu, c'est vraiment stupide. Mais bref, c'est parce que le pauvre, il est vraiment ridicule comme ça. Je reviens donc. Cette fin était surprenante, je m'attendais pas particulièrement à cette fin-là, et donc en ça c'est quand même réussi voilà, de surprendre. Malgré tout, je suis pas particulièrement convaincue et conquise par cette fin. J'aurais voilà, j'aurais voulu autre chose. Je sais même pas trop expliquer le pourquoi du comment, mais bon, en tout cas, elle n'a pas eu l'impact attendu sur moi, même si effectivement j'ai quand même été surprise. Voilà, en tout cas c'était top. La plume de Jérôme Aubry est hyper chouette. C'est hyper fluide, c'est addictif, on tourne les pages, on a comme il y a vraiment un espèce de suspense et une tension qui est vraiment tenue du début à la fin, bah voilà, on n'a pas envie de le lâcher, quoi, on enchaîne un peu. Super lecture, j'ai adoré retrouver l'univers de Jérôme Aubry et voilà, j'ai hâte de pouvoir poursuivre ma découverte de l'auteur. Sur ce, je vous laisse. J'ai essayé d'être le plus brève et concise possible parce que ce vlog est un vlog à rallonger, j'en suis désolée. Voilà, je vous retrouve donc la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à la prochaine.